Bonjour à toutes et à tous. Alors en guise de conclusion particulière, cette série de chroniques sur l'impasse politique de la société de la croissance, mais également en guise de conclusion générale aux autres séries de chroniques détaillant les divers aspects de l'impasse globale de la croissance. Nous avons vu l'impasse physique, l'impasse comptable, l'impasse financière, l'impasse sanitaire, l'impasse alimentaire, l'impasse culturelle, et nous avons vu l'impasse politique enfin. Alors quel regard prospectif pouvons-nous porter sur le devenir des comportements collectifs face à toutes ces impasses? Ce qui est certain pour le moins, c'est que dans le monde organisé des humains, tout est politique. Alors c'était sans doute pas le cas avant la révolution néolithique, à l'époque des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, époque à laquelle il ne semble pas que des règles collectives, coercitives, aient été formellement établies entre les hommes. Mais avec la mise en œuvre progressive d'un processus économique, même rudimentaire au début, la nécessité est apparue d'avoir un contrat social, établissant des mesures d'interdiction, des injonctions de contrainte, entre les différents membres d'une même collectivité, système de gestion de l'ensemble des règles coercitives, qui, comme nous l'avons dit, peut être admis en tant que définition fondamentale de la politique. La décroissance, elle, ça définit un processus économique spécifique. Elle ne comporte pas en soi de composante politique, au sens où nous avons défini le terme politique, c'est-à-dire un mode de gestion de règles coercitives entre divers individus d'un ensemble social. Mais, toutefois, il apparaît que la politique est bien issue du processus économique et que sans ce dernier, sans le processus économique, la collectivité humaine pourrait très bien être livrée à elle-même sans être nécessairement encadrée par un quelconque dispositif juridique, politique. Si nous admettons donc que c'est l'économie qui génère la politique, autrement dit que ce sont les rapports économiques qui construisent les rapports politiques, eh bien, dès lors, la vision mécaniste de l'économie politique nous conduirait alors à penser que la réversibilité du phénomène est possible, c'est-à-dire qu'un mode politique donné peut induire un mode économique donné. Eh bien, le marxisme fait partie de ces théories mécanistes de l'histoire qui, traduites en termes de physique, nous expliquent que si une quantité Q1 de travail a généré une quantité Q2 de chaleur, cette même quantité Q2 de chaleur va pouvoir recréer la même quantité Q1 de travail. Et traduit en doctrine de gouvernement, traduit en termes politiques, ces applications se nomment planification, réglementation, restriction de la liberté individuelle et de façon plus générale, toute puissance de l'État, représentée concrètement et physiquement par un groupe restreint d'experts, plus ou moins autoproclamés. Cette vision mécaniste, indépendamment de ses conséquences détestables sur l'autonomie du citoyen, cette vision mécaniste pèche par son ignorance des lois de la thermodynamique et donc de la non-réversibilité des phénomènes liés précisément au processus économique. Et elle débouche également sur cette illusion fâcheusement répandue, illusion du politique pouvant décider de l'économie. Et elle a nourri un certain nombre d'expériences qui ont toutes buté sur cette réalité de la non-réversibilité et qui se sont soldées par les banqueroutes que l'on sait. De ce fait, tous ceux qui lient la décroissance à la politique, dans ce sens erroné, sont condamnés à subir
le même destin historique. De ce fait, nous devons affirmer que le changement politique viendra de la décroissance et pas l'inverse. Et que c'est à partir de cette grille de lecture qu'il faut apprécier la position de telle ou telle mouvance décroissante. Concrètement, nous constatons que tous ceux qui proposent un programme politique pour décroître le font dans le cadre d'un parti politique existant du système oligocratique. Et même s'ils font tout pour cacher cette réalité, ils sont néanmoins contraints de tomber le masque au jour fatidique des élections, en appelant à voter pour l'un ou pour l'autre de ces partis, car c'est bien au pied de l'élection qu'on voit le militant tel qu'il est. En réalité, le passage du discours culturel au discours politique, ce passage enferme la plupart des dits décroissants dans une contradiction inextricable, à telle enseigne que nous comprenons fort bien le souci appuyé des effondristes, nouveaux leaders de la mouvance décroissante, le souci appuyé de ne pas toucher à ce discours toxique au risque d'y laisser leur renommée toute récente et d'y fourvoyer leur succès tout neuf. L'analyse de ces contradictions part du fait peu contestable qu'il est très difficile de concevoir un programme politique ayant pour objectif d'empêcher la survenue d'un phénomène que l'on pronostique par ailleurs comme devant être inéluctable. Et c'est précisément cette évidence qui, en principe, devrait priver les effondristes de toute possibilité de vision politique. Or, les choses ne sont pas si simples, car il existe une pulsion irrépressible qui pousse celui qui prétend se limiter à un constat, qui le pousse à s'engager un peu plus loin, toujours un peu plus loin, et proposer quand même certaines solutions. Dès lors, de quelle façon pouvons-nous répondre à ces trois questions stratégiques? Premièrement, pourquoi ne pas attendre que le déclin survienne réellement? Deuxième question, comment donner à la démarche décroissante un caractère mondial, universel? Troisième question, par quel type de mesures pouvons-nous y parvenir? La première question, c'est la plus fondamentale, parce que finalement, c'est la moins riche d'arguments probants. En fait, on en revient toujours à la question du délai chère à Günther Anders, qui déclarait « Nous ne vivons plus dans une époque, mais nous vivons dans un délai ». Alors, à partir de cette hypothèse, deux choses l'une. Soit ce délai est très court, et alors l'urgence, ça n'est pas de précipiter les choses, mais plutôt de chercher à savoir dès maintenant comment nous allons nous adapter au déclin. Première alternative. Deuxième alternative, soit ce délai semble très lointain. Et dans ces cas, la tentation est grande de mettre en place quelque chose pour le repousser encore plus loin. Et c'est précisément à cette dernière tentation que succombent les décroissants, culturels, volontaires, objecteurs de croissance, en nous expliquant qu'en décroissant tout de suite, nous allons pouvoir maintenir durablement un état stationnaire avec une basse activité industrielle, à basse activité industrielle, et rejoignant ainsi sans s'en rendre compte le concept tant décrié du développement durable. Et c'est bien dans la lignée de ce raisonnement que nous avons vu récemment émerger ce slogan, très en vogue dans certaines mouvances décroissantes. Ce slogan, face à l'effondrement, une solution, la décroissance. Alors une décroissance, bien sûr, qui surfe, nous l'avons déjà dit, sur la lame de fond du réchauffement climatique, balayant tout sur son passage, autant la loi de
pis que la dégradation des sols arabes, à tel point qu'il n'est même plus nécessaire de les évoquer au sein d'un catéchisme vendu d'avance. Et le revers de la médaille, c'est que si le discours climatique évite les raisonnements pénibles, en réduisant la solution de tous les problèmes à la lutte contre le gaz carbonique, il réconcilie le capitalisme avec l'écologie, moyennant simplement quelques ajustements concoctés à chaque COP successive. Et c'est ainsi que le nombre de ces décroissants thermodynamiquement approximatives, que tous ces décroissants rejoignent la cohorte des individus persuadés que le système capitaliste croissanciste pourrait perdurer grâce à une transition écologique rondement menée. Et c'est alors que, face à ce réseau d'impasses à terme, mais pressés par le démon de l'immédiateté, nous nous demandons, mais que pouvons-nous faire tout de suite et maintenant, qui soit d'une quelconque utilité pour nos concitoyens? Eh bien, sans hésitation, nous répondrons que la première chose à faire, et de loin la plus importante, c'est de lancer l'alerte. Une alerte sous forme de raisonnement rationnel, logique et en fin de compte scientifique. Une alerte dont l'objectif est double. Premièrement, démontrer que le processus économique, basé sur l'utilisation des ressources naturelles finies, contient en lui-même l'inéluctabilité de son extinction. Premier point. Deuxième point, laisser entrevoir que le trajet progressif vers un processus économique n'utilisant que des ressources naturelles renouvelables et dans la limite de leur renouvellement, que ce processus il est porteur d'énormes satisfactions et d'énormes avantages. Et c'est donc de ce point de vue un immense chantier d'éducation populaire qu'il nous faut entreprendre. Ces deux composantes de l'alerte ayant été ainsi définies, nous voyons qu'elles contiennent naturellement des externalités négatives ou pouvant être considérées comme telles, avec au premier chef l'interaction de deux problèmes fondamentaux, celui de l'alimentation et celui de la démographie. Cette double problématique, possiblement anxiogène, doit être étudiée et doit être traitée sereinement et posément pendant le temps qui nous est encore imparti entre aujourd'hui et le début de la décroissance inéluctable. Alors, il est clair qu'actuellement, aucune piste de parade n'existe à ce problème. Du moins si nous attribuons au terme parade le sens de solution, proprement dit. La seule piste possible consiste à imaginer la mise en place d'un accompagnement optimal du phénomène, toujours dans la perspective de la construction du déclin. Mais qui peut proposer cela? Pas grand monde, et à vrai dire, personne. Nous voyons donc que l'action politique contemptrice de la croissance, cette action, elle est condamnée, elle aussi, à une sorte d'impasse. Impasse bien illustrée par le fait que le capitalisme croissanciste, se renforçant perpétuellement de ses propres oppositions, tel le cyclope qui se nourrissait de ses agresseurs, le capitalisme ne semble pas devoir être sérieusement inquiété par aucune contestation résiduelle sérieuse, et que le capitalisme peut donc, pour ses moments de repos, dormir paisiblement sur ses deux oreilles, ou pour ses instants de divertissement, observer avec amusement quelques groupuscules gesticuler en vain en de dérisoires contestations. Il semble bien également que seules les lois de la nature, dont le capitalisme, précisément, a cru pouvoir s'affranchir depuis moins de 2 siècles, eh bien, que seules les lois de la nature
soit en mesure de rendre ce capitalisme croissanciste à jamais inopérant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.